présenter rapidement. J'ai fait une formation SIAD, donc, qui a été citée tout à l'heure. J'ai été ensuite chef de projet décisionnel junior. Chef de projet, on se comprend, on n'est pas chef de projet en sortant d'école, mais je gérais déjà quelques projets accompagnés, enfin bref, peu importe. J'étais sur une solution DataVis, sur du CleanView. Vous verrez, je présenterai. Et aujourd'hui, je suis donc consultant chez Decidium, pardon. Et j'ai eu l'opportunité de travailler chez différents comptes, principalement Auchan et La Redoute, avec dans l'équipe de François Nguyen qui a présenté le premier meet-up. Et j'ai eu l'occasion de croiser également Arnaud de Tenerman, qui a présenté également un meet-up sur Microsoft, le Power BI, l'outil que je reviendrai après. Pour présenter ma société en quelques mots, donc depuis Decidium à 20 ans, plus ou moins, et on a une expertise tout sur ce qui est autour de la data. Donc autour de la data, ça veut dire beaucoup de choses. On accompagne nos clients de l'intégration, donc on va parler d'ETL, on va parler de base de données, jusqu'à leur restitution, où là on va commencer à parler justement des outils que je vais vous présenter. Et donc on accompagne sur ces différents points-là. On est à peu près 65, parce qu'on a aussi une filière qui est sur Paris. Je tenais à vous présenter ce schéma. Alors ça vous parle peut-être pas forcément, mais c'est un petit peu notre cœur de métier, c'est à quoi sert la donnée. Aujourd'hui, la donnée, tout le monde en parle, on dit même qu'aujourd'hui c'est le nouveau pétrole. Mais avoir de la donnée c'est bien, mais il faut savoir quoi en faire. Donc ce schéma, il va vous montrer qu'en fait dans une première étape, on va avoir tout un tas de données qu'on exploite ou pas. Et l'idéal, c'est de le transformer en information. Ce qu'on appelle l'information, c'est quelque chose qu'on va déjà savoir exploiter, qu'on va avoir restructuré dans une base de données ou autre, type Oracle ou autre solution qu'on peut avoir. Et ensuite, le transformer en connaissance. La différence entre l'information et la connaissance, c'est là où va intervenir la DataVis. C'est là où on va commencer en fait, à vulgariser l'information qu'on a au sein de notre société. Parce que beaucoup de fois, certaines personnes ont une information, connaissent l'information, mais quand ces personnes s'en vont, entre guillemets, on perd l'information. Et l'idée, c'est de mettre en place des outils qui vont permettre de tout simplement vulgariser cette information et de pouvoir commencer même à aller chercher de l'information. Vous comprendrez pourquoi on parle de DataVis. Donc pour reprendre très rapidement à quoi sert la DataVis, donc c'est une aide à l'analyse de la donnée. On va commencer à illustrer de l'information, comme je disais tout à l'heure, donc ça peut être tout type d'information. Aujourd'hui avec les différents outils qu'on a, les différentes extensions, etc., enfin toute une communauté active, on va réussir à représenter tout un tas d'informations de différentes manières. La DataVis, ça sert, comme je disais tout à l'heure, à favoriser ce processus de transformation de l'information, de commencer à communiquer. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, quand j'ai commencé à La Redoute, dans le monde de l'entreprise, tout le monde avait des certitudes, mais personne ne savait chiffrer ces certitudes. Et au final, quand on étudiait les phénomènes, on se rendait compte sur certains points qu'on n'était pas forcément bon parce qu'on n'avait pas les bons chiffres en tête, pas forcément les bons périmètres. Donc c'est super important de savoir diffuser après avec cette information. Et surtout, c'est un outil d'aide à la décision, parce que c'est bien beau d'avoir de l'information, c'est bien beau de communiquer, mais si on n'en fait rien, ça n'a pas de but. Et la DataVis, elle va être là pour nous aider, nous accompagner, du coup, à faire parler cette donnée, à communiquer et à engendrer des plans d'action. Alors, je vais faire juste une petite aparté. La DataVis, j'en parle avec cette définition. Donc, on entend souvent parler dans DataVis de Smart Data Discovery. Dans
dans cette découverte, on va un petit peu commencer à mélanger avec de l'intelligence artificielle. Certains outils le proposent déjà, c'est-à-dire qu'on va mettre nos données dans un outil de data visualisation, peu importe l'outil, et il va nous proposer des histogrammes, des diagrammes à barres, des courbes, etc. Comment exploiter nos données? Il va essayer de créer quelque chose en fonction de nos données. Donc c'est pas forcément pertinent parce que lui il va regarder selon le type de la donnée, la nature, etc. Donc voilà. Ensuite on entend parler de storytelling, donc qui va avec la communication. Donc c'est tout simplement raconter une histoire de la donnée. Comment, moi qui ai trouvé une information, comment je vais pouvoir commencer à communiquer avec mon supérieur, parce que moi j'ai fait mon étude, moi j'ai regardé la donnée, mais maintenant comment transmettre à mon responsable, comment transmettre à quelqu'un d'une équipe marketing, ou comment transmettre à quelqu'un de la finance, comment transmettre à des personnes qui n'ont pas forcément notre périmètre de connaissances. Et souvent maintenant on entend parler aussi de data-driven, donc ça va être les plans d'action qui vont être déterminés après en se basant tout simplement sur la donnée. Aujourd'hui, dans les entreprises, on met de plus en plus un point important à la donnée. On commence à créer des entités spécifiques pour valoriser ce côté BI, je dirais, et mettre en valeur la donnée. Donc ça devient super important pour les entreprises de piloter leurs actions. Je vais prendre l'exemple d'une campagne marketing. Comment je vais cibler mon client si je ne regarde pas les données que j'ai. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller commencer à faire des segmentations FM, etc., etc. Et on va appliquer des algorithmes. Et je ne vais pas vous détailler ça aujourd'hui, mais on va appliquer ces algorithmes pour piloter une action. C'est ce genre d'action qu'on va essayer de mettre en place. Je vais faire également une différence avec les reporting. Souvent, on confond, je dirais, la data vis et le reporting. Le reporting, à mon sens, c'est quelque chose de figé qu'on va envoyer. Je mélange souvent reporting et reporting de masse, où je vais tout simplement vous faire une newsletter avec les grands chiffres, quelque chose de statique, quelque chose qui a été envoyé à un moment T et qui ne va plus bouger. Là où dans la data vis, on va aller vraiment dans l'analyse de la donnée. C'est ces outils-là que je vais vous présenter dans l'analyse de la donnée. On va pouvoir commencer à créer des tableaux de bord qui vont permettre à nos utilisateurs, aux utilisateurs du tableau, de commencer à analyser cette donnée. Et le point principal, c'est le self-service BI. Aujourd'hui, la donnée, les équipes, comme je prends souvent l'exemple, les équipes du marketing en ont marre, entre guillemets, d'attendre les équipes de l'informatique, etc., etc. Et on va vouloir commencer à créer nos tableaux de bord nous-mêmes. Donc dans les outils de DataVis, vous allez voir que les outils de DataVis que je vais présenter, ils permettent de réaliser de manière assez simple des tableaux de bord, des graphiques, une mise en place d'une analyse de manière assez simple. Un exemple tout bête, une variable aujourd'hui qualitative, on va avoir tous tendance à la représenter sous forme d'un camembert, qui est déjà la transformation d'un tableau. Vous imaginez votre tableau où vous allez commencer à diffuser sur un PowerPoint votre tableau avec tous vos pourcentages. Quelque chose de tout bête, le mettre en camembert permet de passer une information beaucoup plus simplement. On va avoir la même chose avec les variables quantitatives discontinues, où là on va aller plutôt d'une manière générale sur des diagrammes à barres, et cependant sur les variables quantitatives continues, où on va aller plutôt sur de l'histogramme, où là on va tout simplement faire ce type de visualisation, je pense que vous connaissez tous. On va avoir de la même manière les séries temporelles. Les séries temporelles qui sont aujourd'hui, je dirais, très à la mode avec les prédictions. Donc comment je vais représenter le résultat de mon algorithme, comment j'ai fait une prédiction sur mes ventes, comment je vais représenter le résultat de mon algorithme. Les outils aujourd'hui de DataVis nous permettent de connecter nos algorithmes,
des logiciels comme R, des langages de programmation comme Python, directement connectés pour ensuite, je dirais, mélanger nos données plus les données de prédiction. On va avoir l'arrivée des données géographiques. Alors en France, ça a un peu de mal. En France, je dirais qu'on est assez réticent sur ces points-là. Ça commence à avancer, enfin je vous parle de ça avec mon point de vue, hein. Ça commence à frayer, mais c'est difficile si on voit d'autres pays comme les États-Unis, où ils sont beaucoup plus, je dirais, friands de ce genre de restitution. Ensuite, il y a tout simplement le croisement de données, le croisement de variables quantitatives, où là, on va tout simplement mettre sur un axe une des variables et sur l'autre axe, et ensuite, on va avoir nos individus. Ce type de graphique, il peut être intéressant quand on va commencer les analyses statistiques, où on cherche des corrélations entre deux variables. Typiquement, si je veux mettre mes ventes, donc comme ici, mes ventes et mes quantités, forcément, plus je vends en quantité, plus je vais générer du chiffre d'affaires. J'ai décidé de présenter aussi d'autres diagrammes qui sont beaucoup de fois méconnus. C'est ce qu'on appelle la boîte à moustache, mais qui nous permet de mesurer une dispersion. Je trouvais l'exemple intéressant avec les températures. Par exemple, on s'intéresse aux températures qu'il peut y avoir tout au long d'un mois. Ça permet de donner une idée plutôt que de faire une moyenne simple. Le principe de la boîte à moustache, ça nous permet de donner une idée visuelle de nos effectifs. C'est-à-dire que dans la boîte que vous allez voir au milieu, vous aurez 50% de votre effectif. Donc après, si vous voulez, on pourra parler de comment créer ce genre de choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On a aussi ce genre de restitutions qui apparaissent avec des 3JS que je parlerai, qui est porteur de ce genre de visualisation. Ce genre de visualisation qui peut faire un petit peu peur la première fois qu'on les voit. Mais dans ce genre de visualisation, une fois qu'on lui apporte une explication, on peut avoir un sens. Donc là ici, je ne vais pas avoir la possibilité de le faire en dynamique, mais vous vous intéressez par exemple aux ventes vous avez votre gamme de produits, vous vous intéressez aux ventes. On peut imaginer que l'ampleur ici va être plus importante si ma vente va être plus importante. Et je vais pouvoir identifier les relations entre mes familles de produits. Donc ici, qu'on va avoir ici, je vais pouvoir les mettre en évidence, tout en mettant en évidence donc, ma hiérarchie avec une donnée quantitative. Pardon. Ensuite, ce graphique-là, on est assez friand, je dirais aussi, ce genre de graphique, qui va nous permettre également de mettre en relation différentes variables qualitatives, toujours avec, ça peut être un nombre d'individus, ça peut être une somme de chiffre d'affaires, ça peut être une somme de quantité. Je vais vous expliquer très rapidement. En fait, dans ce graphique, on peut, sur cet exemple ici, ça va être la répartition de nos ventes sur nos différents, je dirais, lieux. On peut voir qu'en fait ici, à Paris, on va avoir plutôt de la boisson, de l'alimentation ou une catégorie autre, et nos ventes vont se ventiler de cette manière-là. En fait, il suffit de suivre le flux, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, pour identifier les produits. Ce genre de visualisation va nous permettre du coup de lier des choses qui ne sont pas forcément hiérarchiques entre elles, comme les familles de produits qu'on parlera tout à l'heure. Mais là, on va avoir plutôt des données où on se pose la question, est-ce qu'il y a un lien? Et on va pouvoir les mettre visuellement en évidence plutôt qu'un tableau avec les pourcentages de données communes. Pour le reste, je vous propose d'aller sur D3JS, qui va vous proposer de manière dynamique tout un tas de visualisations qui peuvent vous donner des idées, surtout parce que si vous en cherchez, je trouve que D3JS est assez riche, et aujourd'hui les outils de data visualisation permettent de récupérer ces restitutions pour les intégrer de manière assez simple.
Pour la data vise, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les outils, mais on se base beaucoup sur le cadran magique autour de la BI, où on va avoir les outils qui sont notés donc par le Gartner et qui va nous permettre de positionner différents outils. Je ne sais pas si on va très bien. Mais ici, en fait, pour résumer de manière assez synthétique, ça va un petit peu plus loin que ça, mais là, on va avoir dans le carré en bas à gauche, on va avoir les produits, je dirais, classiques. Plus on va vers la droite, plus on va vers quelque chose de visionnaire. Et plus on va, je dirais, sur les parties hautes, plus on va avoir, je dirais, une notion de leader sur le marché. Donc moi, je vais vous présenter les trois leaders. Donc dans les pastilles, je ne sais pas si ça se voyait très bien, mais on avait Microsoft. Microsoft, pour faire cette analyse, on va compter la suite Excel et Power BI. Donc Power BI qui a déjà été présenté, mais je reviendrai quand même sur l'interface. On va avoir en second Tableau, qui a monté au classement. Et on va avoir ensuite Qlik, représenté par QlikView et QlikSense. Donc pour Power BI, j'ai tenu à vous présenter une slide, donc j'avais pas le temps de faire la démo de tous les outils, et donc du coup j'ai tenu à mettre des slides qui vous montrent la manière de faire nos restitutions. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la droite, on va avoir notre palette d'outils, et on va pouvoir très facilement, donc là on retrouve un petit peu, je dirais, les logos qu'on retrouve dans Excel, où on va aller choisir notre histogramme, notre diagramme, peu importe la restitution qu'on veut, et à droite on va aller choisir les différentes variables, on va pouvoir commencer de manière assez simple à y mettre un style, à y mettre tout ce qu'on voudrait y mettre, modifier les couleurs, modifier la police, et avoir un rendu assez sympa, assez rapidement. L'avantage d'un Power BI, on va avoir le prix où ils sont très agressifs sur le prix. Par contre, la contrainte pour l'avoir utilisé, c'est que ça fonctionne très bien quand on est dans un environnement Microsoft. Dès qu'on sort d'un environnement Microsoft, on va être vite heurté à certaines contraintes. Donc, faut bien y penser. Et là, je vais rejoindre un petit peu le point qui a été cité avant, c'est que quand on va choisir un outil, il faut penser à ce qu'on va faire avec la donnée. Quand j'étais à la Redoute, on a commencé à donner une dimension différente, on avançait par use case. C'est-à-dire qu'on allait choisir ce qu'on voulait faire et on y apportait, on savait ce qu'on voulait exposer, on savait les données qu'on voulait mettre en place, et ensuite on a choisi l'outil. Donc c'est quelque chose d'assez important parce que là, comme je vous disais, Power BI nécessite pour fonctionner dans les meilleures conditions d'avoir la suite Microsoft. On va avoir Tableau, les concurrents donc, qui se positionnent un peu de la même manière sur le Self-BI, dans le sens où on va avoir ici sur notre gauche la possibilité de glisser des éléments pour afficher en fait tout simplement les tableaux qu'on veut faire, le tableau graphique. Et sur la droite, on va retrouver notre ensemble graphique. Tableau qui fonctionne un petit peu différent que Power BI. Tableau à sa force, en fait, Tableau va requêter en permanence selon les filtres qu'on va effectuer dans un rapport ou quand on va être en train de développer. Tableau va en permanence requêter la source de données. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte quand on va développer. On a aussi la possibilité de le charger en mémoire, mais je dirais que son mode de fonctionnement classique, c'est du requêtage permanent. Ça va dépendre de ce qu'on a en termes d'architecture derrière, etc. Ensuite, QlikView qui commence à être un petit peu, je dirais, old school versus par rapport à ses concurrents, qui était l'un des premiers outils, je dirais, orientés de data vise, à proposer des choses un petit peu en self-BI. Mais là, par exemple, si on veut commencer à développer des choses intéressantes,
on va devoir passer par ce que vous voyez ici en bas à gauche, une interface beaucoup moins user-friendly. C'est déjà beaucoup plus complexe, je dirais, à rentrer dans l'outil. Et donc c'est pour ça que Qlik a sorti son deuxième outil qui est QlikSense, où là on va retrouver quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus en mode drag and drop, où je vais avoir mes éléments, je vais avoir mes graphiques et je vais glisser au fur et à mesure dans mon tableau. Et de la même manière que dans Power BI ou dans Tableau, on va pouvoir commencer à customiser nos éléments. Ensuite, je reviens sur Excel. J'y ai ajouté Google Sheet et LibreOffice, où pour moi ces outils-là nous servent à faire souvent de la data viz, mais plus d'ailleurs du reporting. C'est des outils qui sont assez communs dans les entreprises, et ces outils-là, on va commencer à les utiliser de manière assez simple pour faire des graphiques, etc. Par contre, gros inconvénient par rapport à un outil de data viz, c'est qu'on va aller pouvoir commencer à modifier la donnée. Ces outils-là, quand vous travaillez dans un milieu, je sais, dans la BI, le but c'est de montrer la vérité telle qu'elle est. Dans des tableurs, on va pouvoir commencer à modifier la donnée, donc on n'aura pas forcément le même résultat attendu. Et donc toujours bien penser, toujours pareil par rapport au use case. Si effectivement je veux juste faire un petit histogramme, un tableur peut très bien fonctionner. Ensuite, je vais vous présenter Google Data Studio, donc qui n'était pas dans les leaders du marché, mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Alors Google Data Studio, qui est l'outil de Google, de DataVis tout simplement, j'ai trouvé assez sympa. C'est un outil très jeune, qui n'est pas forcément au même niveau qu'un Tableau, qu'un Qlik ou qu'un Power BI, mais il a l'avantage d'être connecté en natif à la suite Google et donc Google Analytics, qui permet donc de faire des choses assez sympas très rapidement. Donc pareil, on va avoir notre palette d'outils, on va choisir ce qu'on va mettre dans nos graphiques, dans nos tableaux, de la même manière. Ensuite BIM, qui a le mérite d'être français, du sud de la France. BIM est un logiciel qui fonctionne un petit peu comme Tableau, c'est-à-dire qu'il va les requêter en permanence et comparé à ses concurrents, on a une version cloud uniquement, c'est-à-dire qu'on ne va rien avoir à installer chez nous au niveau de BIM, on va être uniquement dans le cloud, on n'a pas de version serveur. Donc toujours pareil, on va pouvoir ensuite divulguer nos rapports de la même manière. On va pouvoir les construire ici, vous retrouvez votre environnement. De la même manière, en mode drag and drop, faire des tableaux assez simples. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai pas été trop... En fait, BIM, il propose pas mal de connecteurs, donc on a vraiment une source diverse et variée, ça passe par des connecteurs. Donc on peut vraiment se connecter sur à peu près tout ce qui existe aujourd'hui de générique, donc ça peut être de l'Oracle, ça peut être du MySQL, ça peut être du Postgre, du SQL Server ou même aujourd'hui ce qu'on va avoir, ce que Google propose, comme Google BigQuery, pour Amazon on peut avoir S3, donc on peut vraiment, pour la partie de BIM, on peut vraiment le connecter à tout. Qlik c'est pareil, on a la série de connecteurs et d'ailleurs les autres outils ont leur série. Alors, il va avoir différents profils. Il va avoir je dirais les data analysts où eux vont participer à l'élaboration des tableaux de bord et qui vont l'utiliser au quotidien. Après, on peut avoir les data engineers qui vont eux intervenir sur la partie technique. Mais après, je dirais que ça dépend plus de la boîte dans laquelle vous êtes, où on va avoir des notions différentes. En fait, dans une boîte, on va mettre une définition derrière un intitulé. Merci.